vais faire une petite vidéo que je vais nommer, je pense, la surutilisation de Pluton, Neptune et Uranus en astrologie. Donc, je pense que ça c'est en astrologie, en Occident, dans les pays européens et en Amérique et tout ça. Ils ont tendance à surutiliser, à mon avis, Pluton, Neptune et Uranus. Surtout cette utilisation quand elle est faite dans l'astrologie natale. Et aussi le fait, on va dire qu'on associe Uranus et Pluton et Neptune à des choses qui semblent être incorrectes selon moi et selon beaucoup d'astrologues védiques. Et pas tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ça reste flou. Donc on est dans une astrologie où... Enfin, il y a des parties de l'astrologie, c'est un peu comme dans la religion, hein, c'est-à-dire que pas tout le monde est d'accord sur ces principes-là. Et que du coup, c'est un peu le foitou où tout le monde fait un peu n'importe quoi. Donc c'est une partie de l'astrologie qui, à mon avis, on ne devrait pas la surutiliser parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ça et qu'on est toujours en découverte de ce que ça veut dire Neptune, Pluton et Uranus. Après, je parle de manière générale de ce que je vois. Et les définitions de Pluton et de Uranus sont vraiment très vagues. Par exemple, Pluton, on ne sait pas s'il est maître de Scorpion, par exemple. Les gens, ils sont pas d'accord entre eux là-dessus. Moi, je pense que Pluton n'est pas maître de... Enfin, les trois planètes sont maîtres de rien du tout. Comme ça, c'est flagrant. Et qui sont en fait, enfin pour moi, c'est ce que je dis dans certaines de mes vidéos, que Pluton, Uranus et Neptune sont des planètes qui sont invisibles et ne sont pas à traiter comme les planètes qui sont visibles à l'œil nu. Donc Uranus est visible très très difficilement, mais on le considère comme invisible à l'œil nu. Mais il peut être parfois visible à l'œil nu, mais déjà Saturne, c'est très difficile de le voir dans le ciel. Ceux qui ont déjà essayé de regarder Saturne dans le ciel, c'est vraiment un petit point tout minuscule. Alors si on regarde par exemple Vénus, c'est là l'étoile, enfin si on ne sait pas que Vénus n'est pas une étoile, mais on va la considérer comme l'étoile la plus forte dans le ciel quand elle est apparente. Et Jupiter aussi, la seconde, c'est vraiment énorme dans le ciel. Quand on voit Jupiter, enfin moi c'est la planète que je vois le plus facilement dans le ciel, c'est Jupiter, parce que tu vois quelque chose de gros dans le ciel, énorme, en général c'est Jupiter. À moins que ce soit Vénus, mais Vénus il apparaît que au lever du soleil et au coucher de soleil. Parce qu'il est toujours à côté du soleil, Vénus. Mercure aussi d'ailleurs. Donc pour revenir à Pluton, Uranus et Neptune, en astrologie védique, on a longtemps pensé que ces planètes n'existaient pas. Mais c'est en fait l'équivalent de Brahma pour Uranus, Vishnu pour Neptune et Pluton c'est Shiva. Et si on regarde les textes de ces descriptions de ces dieux-là, on va voir que c'est très similaire à Brahma, Neptune et Shiva et Pluton. Donc pour moi, Uranus, c'est le dieu de la création, donc c'est créatif. On associe souvent Uranus à Verseau, parce qu'il y a beaucoup de créativité dans Verseau, mais c'est pas exactement la même chose. Et on confond souvent Uranus et Saturne, du coup, qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, Uranus, selon moi, il ressemble plus au Soleil, parce que c'est lié au chiffre 1. Mais je comprends pourquoi on peut aussi associer Uranus à Verseau, parce que c'est lié au chiffre 11, et Verseau c'est le 11e signe. Bien sûr, au niveau des chiffres, pas tout le monde va être d'accord aussi, ça c'est ce que mon prof il explique dans ses cours, que moi-même j'apprends depuis environ 10 ans. Et en général, je suis la plupart du temps d'accord avec ce qu'il explique. Même si je rajoute aussi bien sûr mes connaissances que j'apprends au fur et à mesure. Ensuite, on a Neptune, on l'associe souvent à Poisson,
qui est la 12e planète. Et pourquoi je dis 12, je vais pas expliquer pourquoi, parce que c'est trop compliqué, enfin c'est trop long, c'est pas que c'est compliqué, c'est trop long à expliquer. Et du coup, bah, comme c'est la 12e planète, chiffre 12, Poisson, 12e signe, on associe à Poisson. Et après, on a Pluton, qui est la 13e planète, qu'on associe à Mars, du coup à Scorpion. Donc le 13, c'est un chiffre particulier. Et la 13e planète, Pluton, c'est le dieu de la destruction. Donc c'est l'équivalent dans Dragon Ball Z, par exemple, du dieu de la destruction, ou de tous les dieux de la destruction qui sont décrits dans plein de philosophies, ou même de dessins animés, etc., qui souvent reprennent des philosophies, ou des mythologies, etc., qui existent auparavant. Donc dans beaucoup de films, et dans beaucoup de dessins animés, on va reprendre ces thèmes-là de destruction qui existent à travers ces planètes-là. Et si on regarde, pour reprendre le discours sur l'utilité de Pluton, Uranus et Neptune, ce sont des planètes qui, selon moi, sont utilisables principalement en transit et qui ont une influence sur la Terre, mais indirecte. C'est-à-dire que c'est pas Pluton qui va te dire, si Pluton par exemple transite ton Soleil ou tu es né avec Pluton qui est en conjonction avec le Soleil, c'est pas Pluton qui va te dire si tu es une mauvaise personne ou pas. C'est pas cette planète-là en fait qui t'indique qu'est-ce qui est bien ou mal. C'est pour ça que souvent les astrologues qui utilisent excessivement Pluton, Uranus et Neptune, ils n'arrivent pas à prédire l'avenir, vraiment. Ils arrivent à savoir qu'un événement catastrophique ou qu'un événement va arriver, mais ils vont pas savoir si cet événement-là il est positif ou négatif. Ils vont dire bon, il y a quelque chose qui va arriver parce que Pluton transite dans ce signe. Mais ils vont pas vraiment savoir si ça va être quelque chose de positif. En général, par exemple, si c'est Pluton, ils vont dire que c'est négatif, parce que c'est le dieu de la destruction, donc forcément ça va être négatif. Si c'est Neptune, ça va être de la confusion, donc ça va être négatif, mais parce que c'est de la confusion, donc tu vas pas comprendre pourquoi. Si c'est Uranus, en général Uranus, qu'est-ce qu'ils disent? Je me souviens plus exactement, qu'est-ce que les astrologues en général ils disent sur Uranus. Mais vu qu'il l'associe souvent au maître de Verseau, ça va être la contradiction, ça va être la révolution, etc. Donc ça ressemble quand même à ce que moi j'associe Uranus, mais Uranus c'est la créativité, c'est la création, et ça va révéler qui tu es vraiment. Donc c'est par rapport à ton âme, c'est par rapport au soleil. Donc la 11e planète est liée au chiffre 11, parce que si on enlève à partir du 10 en fait, on est dans un autre cycle, un cycle spirituel. Sachant qu'à partir du 7, on était déjà dans un monde spirituel, et en fait le 11 est c'est même pas en fait, ça n'a pas d'interaction directe avec la réalité en fait, c'est quelque chose qui est totalement spirituel. Donc c'est pour ça par exemple dans les textes d'astrologie védique, on dit pas Vishnu est en train de transiter dans un machin, ou qu'il a une influence directe, mais il se manifeste et il donne des conseils, etc. Un peu comme on pourrait dire comme un ange en quelque sorte, mais c'est pas vraiment un ange, mais c'est une influence directe, c'est-à-dire que Uranus, si on suit les textes de l'astrologie védique, on a par exemple Surya ou Brahma, comment dire, on a des personnes très spirituelles sur la Terre qui sont parfois des planètes ou des êtres très spirituellement avancés qui vont demander à Uranus d'intervenir pour les aider. Mais du coup, c'est eux, par l'intervention indirecte de Brahma, ou de machin, ou de Vishnu, ou de Pluton, de Shiva, pardon, qui vont intervenir. Mais du coup, ces dieux-là vont intervenir, mais indirectement. Le résultat dépend en fait du Soleil, de la Lune, de Mars, etc., de toutes ces planètes-là. C'est eux qui te donnent en fait l'indication du résultat. C'est pas les planètes extérieures. Les planètes extérieures en fait sont facilement utilisables parce qu'en fait ils te donnent pas la solution. Enfin, ils te donnent la solution, mais c'est pas eux qui te donnent le résultat qui va être prédit en fait en astrologie. Donc c'est très facile en fait. Moi je pourrais passer des journées à parler de Pluton, Neptune et Uranus, et c'est pour ça que je pense qu'elles sont surutilisées. C'est parce qu'ils vont juste te dire qu'il y a un événement qui va y arriver. Il y a un transit, par exemple, Pluton transite à côté de ton Saturne, et ben ton ego il va être détruit, parce que Pluton c'est le dieu de la destruction, et Saturne c'est l'ego sur la Terre.
en quelque sorte. C'est pas que l'ego, mais ça représente souvent l'ego, on va dire. Et du coup, quand Pluton il est en train de transiter sur Saturne, bah, ton Saturne il va souffrir. Et quand ce Pluton transite à côté du Soleil, tu vas souffrir. Mais est-ce que ce résultat de cette souffrance, de ce changement que Pluton apporte, est-ce qu'il va être positif ou négatif? Ça dépend en fait de la planète en question. Donc par exemple, si ta planète elle est en grave difficulté et qu'elle se fait détruire par des ennemis, ce qui est représenté dans mon logiciel par les Avastas, et ben en effet ce transit là il va être négatif. Donc c'est comme ça qu'on comprend en fait vraiment les choses. C'est pour ça que moi dans l'astrologie, et c'est ce que mon prof il fait en général aussi, c'est qu'il fait pas attention aux 3 dernières planètes. Mais on peut les utiliser en transit quand même. Mais c'est pas ce qui va être le plus important en fait. C'est pour ça que ces planètes sont invisibles. Plus une planète est invisible, ou plus un placement, on va dire, parce qu'il y a aussi Rahu et Ketu qui sont quand même importants en astrologie, mais Rahu et Ketu sont liés au Soleil et à la Lune. Donc on voit l'énormité du Soleil et de la Lune, et de ce mouvement de Soleil et la Lune avec la Terre, et on comprend pourquoi Rahu et Ketu sont considérés comme des planètes en astrologie védique. Ketu c'est le 9 et Rahu c'est le 8. Donc la 8e et la 9e planète. Et donc elles sont considérées comme des planètes à part entière, qui éclipsent le Soleil et la Lune respectivement, pour Ketu qui éclipse le Soleil et Rahu qui explique la Lune, qui éclipse la Lune, pardon. Et quand tu as la Lune qui est éclipsée par Rahu, tu vas vraiment le voir chez la personne, ça va être très 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 apparent. Alors que tu mets Uranus à côté de la Lune, personnellement, je regarde même pas si la Lune est à côté d'Uranus ou de machin. Et en dernier recours, si vraiment je comprends pas quelque chose et que j'arrive pas à comprendre quelqu'un, je regarde Pluton, Uranus, Neptune, au cas où, si peut-être qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça. Mais en général, ça m'aide pas beaucoup pour l'astrologie natale. Ce que ça va m'expliquer, en fait, pour moi, quand par exemple tu es né, admettons que tu es né quand Pluton était en train de détruire le signe de Capricorne, ce qui est actuellement le cas, enfin ce qui était actuellement le cas, je pense les 20 dernières années, un truc du genre. Parce que Pluton c'est le dieu de la destruction, c'est apparent, donc on va prendre l'exemple de Pluton. Quand Pluton détruit le signe de Capricorne, ça veut dire que tu es né dans cette période où il y a eu ce bouleversement du signe de Capricorne. Donc quand tu étais dans ce bouleversement-là, oui, effectivement, ça va t'influencer. Mais ça t'avait influencé, pas parce que toi, tu as Pluton dans ton astrologie, qui est lié à ta personnalité, mais parce que autour de toi, il y a eu ce bouleversement-là quand tu es né. Donc c'est pas la même chose. Pour moi, je l'explique comme ça. Donc il y a cette influence. En effet, on voit cette influence de Neptune, Pluton, etc. Qui est très flagrante. Parce que bah, c'est quand même les 3 dieux les plus importants dans les... C'est un peu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Brahma, c'est quand même le dieu de la création. Donc Uranus est très important, mais ils sont invisibles. On ne les voit pas vraiment l'influence qu'ils ont, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, parce que ça reste un mystère. Donc par exemple Neptune, Vishnu, en astrologie védique, on le voit se transformer en n'importe quoi. En fait, Vishnu, c'est le dieu de la création ultime, en fait. Il peut se transformer en n'importe qui, en n'importe quoi. C'est le métamorphe dans Pokémon, en quelque sorte, quoi. Il peut se transformer en tout. Donc il peut se faire passer... En fait, tout est Vishnu. Donc, si on regarde un transit de Neptune, les gens, ils vont être confus, ils vont pas comprendre. Et c'est cette raison-là, c'est parce que Neptune, en fait, est un principe très très important dans la création, qui est d'ailleurs lié à la sustenance du monde, on va dire. C'est ce qui enfin, je vais pas expliquer parce que c'est spirituel, mais en gros, on peut lire ces textes-là et comprendre Vishnu, et on comprendra Neptune plus facilement. Parce que selon moi, ces textes-là qui ont été gardés, ils n'ont pas été influencés par
par les contradictions que les astrologues ils ont et qui ils sont tout en train de se chamailler à dire que oui, si, c'est ça. Et quand on étudie les textes et on se met un peu en retranchement de toutes ces discussions qui n'en finissent pas, qui sont sur internet, où tout le monde se chamaille pour dire que bah ouais, Pluton c'est le maître de Scorpion par exemple. Voilà, donc ce genre de choses là. Donc après, je prétends pas connaître la vérité. Chacun est libre d'utiliser Pluton, Neptune, Uranus comme il le souhaite. Mais, et de vérifier si ce que je dis ou ce que les autres disent est vrai. Peut-être qu'il y a encore des mystères qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des parties de l'astrologie qui sont liées à Uranus, Neptune et Pluton qu'on ne comprend pas ou que je ne comprends pas certainement. Mais en tout cas, voilà, c'est le message que j'essaye de faire passer. Du coup, je pense que j'ai plus ou moins tout dit hein, sur Uranus, Neptune et Pluton. Je pense que j'ai peut-être oublié quelque chose. Après, je vais peut-être donner les références quand même, de répéter quand même certaines références. Donc Uranus, c'est lié au chiffre 11 et c'est pas lié à Saturne, c'est plus lié au Soleil. Surya, le Soleil, le chiffre 1, la première planète. Et donc ça va révéler qui tu es vraiment. Donc quand il y a un transit d'Uranus, tu vas être plus toi-même et tu vas être créatif. Donc c'est la créativité qui est liée à Uranus, Brahma. Donc, Brahma, c'est le créateur. Donc Uranus, c'est un transit en général positif. C'est-à-dire que ça va te montrer qui tu es. La seule chose qui va faire que Uranus, par exemple, ça va être difficile, c'est parce que ton ego, il a du mal à passer, ça détruit l'ego. Et du coup, l'ego, c'est pas toi. Et du coup, plus tu as un ego démesuré, plus ce transit-là, il va être difficile. Et en l'occurrence, ça peut être très difficile. Et c'est pour ça que les gens, ils ont peur de ces transits-là, parce que c'est des transits qui durent longtemps et qui vont révéler qui tu es vraiment pour le contexte de Uranus. Dans le contexte de Neptune, on peut reprendre le principe de la confusion, mais Neptune, ça montre qui tu es d'un point de vue lunaire, parce que ils associent Neptune à l'eau, mais en fait c'est une association à la lune et aussi à la reine en fait. Par exemple en cartomancie, on l'associe à la reine, et donc c'est qui tu es vraiment, mais d'un point de vue, on va dire, lunaire, d'un point de vue émotionnel. Et donc ça peut créer de la confusion parce que tu sais pas vraiment qui tu es en fait. Tu apprends à savoir qui tu es d'un point de vue lunaire, donc par rapport à ton incarnation sur la Terre. Et donc ça peut te révéler plein de choses, ça peut créer des changements. Par exemple, tu es en couple, etc., et que tu te rends compte de certaines choses que peut-être c'est pas la personne qui est faite pour toi, ou tu découvres une nouvelle relation, ou patati ou patata. Mais tu peux découvrir en fait, ça peut être un peu aléatoire en fait. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent apparaître à travers un transit de Neptune. Et c'est pas que lié au mensonge. Souvent, les gens, ils ont tendance à associer Neptune au mensonge et à dire que ouais, l'influence de Neptune, ça va créer quelqu'un qui est en train de mentir. Pas forcément. Et même, je dirais même l'inverse, ça va révéler qui est cette personne-là. Et ça va l'aider à apprendre, à trouver son chemin d'un point de vue lunaire, d'un point de vue de sa personnalité. Donc, en effet, ça peut créer de la confusion parce que la personne est en train de se découvrir. Et donc peut-être qu'elle ne savait pas qui elle était avant. Et du coup, si elle ne savait pas qui elle était avant, le fait qu'il y ait un changement de personnalité, on pourrait dire, ou une évolution de sa personnalité, et ben les gens vont considérer ça comme un mensonge. Ils vont dire, ah bah il mentait en fait. Non, c'est peut-être parce qu'il est en train d'évoluer. Du coup, il y a ça.
Et après, on a Pluton qui est lié à Mars, donc la troisième planète, la troisième planète. Donc si on enlève le chiffre 1, on a 3. Donc c'est un autre cycle, et donc le 13 est représenté par le 3, donc est lié à Mars. Donc c'est souvent pour ça qu'on associe le dieu de la destruction à Scorpion, parce que Scorpion, souvent, dès qu'il y a un problème, on regarde Scorpion et on dit que c'est Scorpion parce que c'est l'animal qui est souvent... On va voir cela comme l'animal le plus dangereux, à tort ou à raison. Mais en gros, c'est le coupable souvent, c'est Scorpion. Et du coup, souvent Scorpion est associé à des changements difficiles, et voilà. Mais Pluton, comme étant le dieu de la destruction, en fait, c'est lié au leadership. Et donc Pluton est souvent très très craint parce que c'est lié au leadership et que, en effet, il va détruire l'ego de ces leaders qui sont tricheurs, par exemple, ou qui sont corrompus. Bien sûr, bon, ça c'est à l'échelle mondiale, mais à l'échelle d'une personne simple, comme toi et moi, ou que n'importe qui dans le monde, Pluton, quand il transite, en fait, il te montre qui tu dois être d'un point de vue long terme, d'un point de vue spiritualité, d'un point de vue leadership, etc. Et du coup, si tu n'as pas ce côté leadership, où tu te remets en question sur tes décisions spirituelles et tes décisions de leadership, et quand Pluton va transiter sur une de tes planètes, souvent ce qui va se passer, c'est que tu vas souffrir. Parce que tu te détaches pas de ton ancien toi. Donc c'est lié à la transformation. En effet, il y a le chiffre 8 derrière, donc c'est pour ça qu'on associe à Scorpion. Scorpion, c'est le 8e signe. Et Pluton, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire remonter ce chiffre 8. Mais avant le chiffre 8, il y a le chiffre 7. Donc le chiffre 7, c'est la destruction de l'ego, c'est lié à Saturne. Donc c'est la mort, en fait, c'est la mort sur Terre, Saturne, en quelque sorte, qui est liée au chiffre 7. Et donc au chiffre 8, il y a cette explosion-là, parce que ton ego, il est détruit, et du coup, il y a un changement énorme qu'on associe au Scorpion. Et ensuite, il y a cette élévation, le chiffre 9, le côté spirituel, qui ressort. Et du coup, après cette destruction de l'ego, tu te sens libéré, tu te sens beaucoup mieux, même si ça a été un calvaire énorme. Et du coup, si on se focalise, on va dire, sur cet événement positif qui peut arriver si tu te rends compte que c'est juste ton ego qui part en poussière, ce qui est tout à fait normal, et tu vas pas autant te sentir mal quand il y a ces transits-là. Du coup, voilà pour cette explication rapide. Parce que, moi, en fait, la principale gêne que je vois en fait chez les astrologues occidentaux en général, c'est que dès qu'il y a un problème et qu'ils n'arrivent pas à comprendre quelque chose, et c'est souvent le cas, ils vont utiliser Uranus, ils vont utiliser Pluton, ils vont dire par exemple que cette personne-là elle est mauvaise parce qu'il y a Pluton sur l'ascendant, ou il y a Pluton qui est en conjonction avec cette planète-là, etc. Et peut-être que ce qu'ils disent est vrai, parce qu'ils utilisent quand même leur intuition, et peut-être que c'est vraiment vrai, que ça se produit vraiment. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux, mais c'est peut-être... parce que en astrologie c'est un peu comme du tarot, donc même si tu comprends pas la carte, par exemple tu tiens une carte, tu comprends pas qu'est-ce que cette carte veut dire, ton intuition elle va quand même te montrer au bout d'un moment la vérité en fait. Et c'est pour ça que l'astrologie marche quand même malgré l'énormité de nos faiblesses intellectuelles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas en astrologie, et qu'il y a des débats énormes sur ces techniques-là. Donc voilà, il y a ça. Il ne faut pas non plus totalement rejeter ce que disent les astrologues. Moi j'écoute quand même si je suis pas d'accord avec ce que beaucoup de personnes disent, j'écoute quand même, et souvent je trouve qu'ils ont quand même raison malgré tout. Ce qui n'est pas facile à reconnaître pour un esprit scientifique. Souvent on va dire que l'astrologie est fausse à cause de ça, parce qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'il y a l'intuition qui joue. Et c'est pour ça que, ça c'est une partie que je voulais expliquer aussi, en Inde ils sont ils sont au courant de ça beaucoup plus que les astrologues en Occident.
Et c'est la première chose qu'on leur enseigne, que si tu veux devenir un astrologue, développe ton intuition, fais de la méditation, et fais des pratiques spirituelles, etc. Et du coup, la plupart des astrologues védiques, la lacune qu'ils ont quelque part, c'est que enfin, c'est positif dans le sens où ils vont beaucoup utiliser leur intuition et vont trouver des vérités énormes. Ils vont être très intuitifs pour beaucoup d'entre eux. Mais le problème, c'est qu'il y a parfois des lacunes au niveau de la vérification des techniques. Parce que au final, tu utilises une technique qui est peut-être à moitié fausse, oui, parfois totalement fausse, mais qui marche quand même parce que tu utilises ton intuition pour rectifier l'erreur des techniques. Et ça, en astrologie védique, c'est beaucoup utilisé. Et du coup, c'est pour ça que l'astrologie védique, qui selon moi n'est pas totalement sidérale, enfin pour moi, l'astrologie tropicale fonctionne mieux, mais avec les techniques du sidéral. Et il y a l'astrologie sidérale en même temps en background qu'on utilise, enfin que j'utilise aussi. Donc pour moi, il y a 3 différentes choses qui existent, que j'ai un peu expliqué, je pense déjà dans certaines de mes vidéos, qu'on a l'astrologie tropicale liée au Soleil et au mouvement des planètes. Donc quand le Soleil est en Scorpion, il n'est pas vraiment derrière les étoiles de Scorpion, il est derrière les étoiles de Balance, 23 degrés en arrière. Environ 23 degrés. C'est pas tout le monde d'accord sur ce degré-là, donc ça c'est des débats énormes aussi, en astrologie sidérale. Et en gros, quand le Soleil est en Scorpion, c'est lié, en fait, si le tropique de Scorpion existait, ça serait lié au tropique de Scorpion. Il n'y a pas le tropique de Scorpion, mais il y a le tropique de Capricorne, c'est les grands axes, tropique de Capricorne, tropique de Cancer, et l'équateur, c'est Balance et Bélier. Et du coup, quand le Soleil transite sur ces axes qui sont reconnus scientifiquement, et parce qu'ils sont sur les cartes, le Soleil, c'est le mouvement du Soleil tropical qui existe. Donc le Soleil en Scorpion, ça veut dire ça. Ça veut pas dire que l'étoile derrière, que c'est l'étoile de Scorpion. Et donc moi, en tant qu'astrologue tropical qui utilise aussi le Védique, quand le Soleil est en Scorpion, il y a aussi une étoile qui est derrière. Donc dans le début de Scorpion, on a l'étoile de Anuradha. Ensuite, on a l'étoile de un petit trou de mémoire. Comment ça s'appelle encore? Je vais regarder sur... de Jvati, l'étoile de Jvati dans le début de Scorpion. Ensuite on a Vishaka, et ensuite on a... C'était Anuradha au début. Bon, on va dire que on va oublier parce qu'il y a beaucoup de noms et c'est des noms qui existent aussi d'ailleurs. On a l'équivalent chez les Grecs, donc c'est pas forcément important de savoir les noms par cœur parce qu'ils existent aussi chez les Grecs avec des noms différents, mais en gros on a des groupements d'étoiles. D'ailleurs c'est pas une seule étoile, c'est des groupements d'étoiles qui existent derrière le Soleil quand il est en Scorpion, etc. Donc la plupart, enfin certains astrologues ou enfin les débutants, ils sont pas au courant de ça parfois, que le Soleil en Scorpion c'est pas une étoile, le Soleil en Bélier c'est pas une étoile non plus, et voilà. Du coup, parce que ouais, j'avais vu une fois, enfin j'avais vu un channel d'un astrologue qui est devenu, enfin qui avait fait beaucoup d'études et qui croyait en l'astrologie au début, pendant 5-6 ans ou 7-8 ans, je sais plus exactement. Et ensuite il s'est rendu compte que il y avait tous ces trucs-là qui existaient derrière, et que l'astrologie pour lui est devenue fausse en fait. Et il s'est mis à étudier l'astronomie, et il a vu qu'il y avait toutes ces erreurs-là de calcul qui existaient, et que c'était pas ce qu'on pensait, enfin c'était pas ce que la communauté astrologique, on va dire, officielle, si on peut appeler ça officielle, qui existe en Europe, n'a pas tous ces calculs-là, enfin ne différencie pas ces choses-là,
Et en gros, c'est un peu comme dans les journaux, on va dire, où il y a certaines choses qui sont admises, mais pas vraiment recherchées, pas vraiment remises en question. Donc officiellement, l'astrologie actuellement, c'est un peu le bordel, on va dire. Officiellement, il y a plein de choses qui sont pas reconnues et elles sont pas remises en question. Et je pense que ces communautés officielles sont partiellement tenues par des groupes qui ne veulent pas que l'astrologie avance. Donc c'est un peu la théorie du complot, on va dire. C'est un peu comme, par exemple, enfin moi j'avais regardé par exemple les théories sur les ovnis, et la communauté officielle qui s'occupe des ovnis, enfin des ovnis, des UFO, donc les objets non identifiés, etc. Et ben, elle est contrôlée par un gouvernement, il me semble. Et du coup, bah, si elle est contrôlée par un gouvernement qui ne reconnaît pas ou qui ne refuse d'admettre ou de rechercher ces choses-là, vu que la plupart des présidents, ils essayent de le cacher au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de théories de complot, parce que quand un gouvernement refuse enfin, c'est pas qu'ils refusent, c'est qu'ils font semblant de rechercher la chose, quoi. C'est un peu comme en médecine aussi, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que tu as un gouvernement qui a des intérêts dans un domaine et qui s'en fout un peu de rechercher, on va dire. Donc on est dans une communauté scientifique actuellement, où tu as beaucoup de choses qui ne sont pas acceptés ou qui ne sont pas recherchables, on n'a pas le droit de rechercher. Donc souvent, par exemple, dans les médecins ou ceux qui ont le pouvoir, on va dire, de la science actuelle, ceux qui ont des doctorats et tout, qui se baladent avec des blouses blanches, et ben ils se disent scientifiques, mais ils refusent enfin, ils refusent de croire. Donc déjà le mot croire, c'est pas de sens qu'ils utilisent ce mot-là, mais bon. Ils refusent de rechercher ou même de tester certaines choses. Et quand ils les testent, ils les testent avec leur méthode. Donc par exemple, quand on va tester l'astrologie, on va utiliser la méthode que eux ils pensent qui est correcte, selon leurs normes. Donc c'est un peu comme les chrétiens, parfois ils vont te dire Jésus c'est vrai parce que selon lui. Ou les miracles sont vrais parce que c'est écrit que ça se passe comme ça un miracle. Mais t'as pas le droit de tester autrement. Si pour toi un miracle c'est pas ça la définition d'un miracle, t'as pas le droit t'as pas le droit de tester à ta manière. Donc c'est une sorte de sectarisme scientifique, on va dire, où c'est eux qui déclarent les règles. Donc par exemple, j'imagine que dans ces communautés astrologiques qui sont liées à l'État, ils vont dire, bon, bah, en astrologie ou en astronomie, ça fonctionne comme ça. Donc si ces règles-là sont pas en accord avec nous, bah, on s'en fout en fait, on les ignore totalement. Donc par exemple, la règle de l'intuition, elle est ignorée totalement en astrologie, actuellement, de ce que j'ai compris, des recherches que j'ai fait. Donc après, j'ai pas recherché tout non plus, j'ai pas mon temps à perdre avec ces théories-là, avec ces scientifiques qui ne testent pas vraiment ce qu'ils disent, ou qui testent selon leurs propres règles. Donc quand tu testes selon ce que toi tu crois, ça ressemble à une forme de narcissisme. C'est-à-dire que tu penses que la réalité c'est ça, et tu la testes statistiquement, et si ça marche pas, tu te dis que c'est faux. Et, ou sinon, par exemple, tu as l'excuse aussi que l'astrologie c'est trop vaste, il y a trop de techniques, donc on teste pas. C'est un peu comme si on disait, c'est comme si un médecin disait, bon, le corps humain, les gars, c'est trop compliqué, donc le corps humain, il est ascientifique, parce que bah, il y a trop de choses, on peut pas tout apprendre, on peut pas tout vérifier. Donc dans l'astrologie, effectivement, il y a plein de pays qui font de l'astrologie, et il y a différentes religions astrologiques, on va dire, ou différentes philosophies. Et du coup, bah, c'est très difficile de tout tester, parce qu'il y a l'astrologie chinoise, il y a l'astrologie indienne, qui s'appelle védique, on a aussi l'astrologie hindoue, qui n'est pas exactement l'astrologie védique, qui existe dans les textes hindous, qui est plus comme une religion, considérée comme une religion qu'une philosophie. C'est pour ça qu'on appelle ça l'astrologie védique, c'est lié à la philosophie védique et non à la religion hindoue. Donc il y a une sorte de séparation un peu entre les deux.
On a l'astrologie grecque en Occident, on a l'astrologie perse aussi, on a parfois aussi, j'imagine, l'astrologie chez les musulmans, que j'ai pas trop étudié, mais j'imagine, enfin, qui existe, mais j'ai pas vu beaucoup de choses là-dessus, donc j'ai pas trop vérifié non plus. Et du coup, on a toutes ces formes-là, et on peut pas tout vérifier, donc... mais on peut pas dire non plus que c'est ascientifique, parce que bah, y en a trop. C'est comme si tu dis, ouais, bon, bah, dans le corps humain, on va tester que le cerveau, parce qu'on n'a pas le temps de tester le reste du corps, quoi. Voilà, quoi. C'est pathétique. Mais bon, après, voilà, quoi, ça se produit, malheureusement. Du coup, voilà pour cet excès d'informations. J'espère que ça vous a été utile et que ça va pas vous démotiver non plus. Parce que selon moi, quand on commence l'astrologie, il y a des choses, enfin, le côté positif dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment simples, qui fonctionnent, un peu comme le tarot, donc tu peux tester des trucs simples et commencer avec des choses simples, et pas forcément te préoccuper de tout ça non plus. Tu n'es pas obligé de chercher, de prouver les choses. Enfin, tu n'es pas obligé de prouver à une échelle internationale, c'est-à-dire que tu peux faire ton petit chemin de vie où tu testes les choses pas à pas, comme un enfant qui teste et qui joue avec son objet et qui essaye de tester les limites, par exemple, de sa raquette de tennis quand il joue au tennis ou au football ou patati ou patata. Donc tu testes à ton niveau, en tant qu'humain, en tant que personne limitée sur la Terre. Donc c'est une des erreurs aussi que certains astrologues font et que peut-être en partie moi j'ai fait aussi, c'est de trop chercher à l'extérieur et de pas chercher avec son propre expérience et de tester les choses. Par exemple, la personne qui était astrologue pendant 5-6 ans et qui tout d'un coup, au bout d'un moment, s'est remise en question et dit bon, il n'y a rien qui fonctionne au final. Bah, tu as pris 5 ans pour te remise en question, ça me paraît ça me paraît une longue période. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, tout ce que tu as fait, t'as pas testé, ou t'as testé à moitié, ou t'étais pas sûr de toi, et au bout d'un moment tu t'es dit ouais... Enfin, ça me paraît ambigu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Parfois, on fait des choses pendant très longtemps. Peut-être on est marié à une personne pendant plus de 10 ans, on se rend compte qu'en fait, c'était pas la bonne personne, donc ça arrive. Donc c'est un peu la même chose parfois. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de médecins actuellement, vu ce qui s'est passé les 5 dernières années avec le Covid, qui vont peut-être changer de métier parce qu'ils se rendent compte ou qui vont changer peut-être pas de métier, mais qui vont changer d'optique ou de vision ou essayer de remettre en question leurs activités, parce que bah, il y a peut-être un besoin énorme là-dedans. Du coup, voilà. Comparaison avec la science, la religion, l'astrologie, etc. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.